D'accord. Bonjour, bienvenue à tous dans cette séance du séminaire Histoire de l'art pour tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présenter mes recherches et je vous remercie tous d'être venus. Cette séance portera sur le sujet de master que j'ai réalisé l'année dernière et donc qui s'appelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, le maillot de football entre sport, consommation et mode, pratique et représentation à Paris 1998-2018. En fait, à travers ce master, à travers ce mémoire, pardon, j'ai essayé d'étudier les liens entre le football et la mode à travers les maillots de football pour voir en fait comment ceux-ci sont passés d'un vêtement de sport à un enjeu économique à la fois pour les clubs et les équipementiers. Donc les équipementiers, ce sont ceux qui fabriquent et qui créent les tenues comme Nike ou Adidas que vous connaissez sans doute. Et en fait, comment c'est de plus en plus devenu un accessoire de mode utilisé par les maisons de mode. Donc l'idée de ce mémoire m'est venue quand j'étais en troisième année de licence à l'école du Louvre, en spécialité histoire de la mode et du costume. Nous avions cours sous la direction de Monsieur Denis Brunat et de Madame Sophie Lemayeux, et en fait notre cours portait sur une nouvelle façon d'écrire l'histoire de la mode, notamment en intégrant les vêtements populaires en fait, qui sont beaucoup moins représentés, qui sont de plus en plus étudiés, mais qui sont beaucoup moins représentés que les vêtements des couches supérieures dans les musées. Donc ça peut s'expliquer par deux facteurs assez simples, c'est que les vêtements les plus précieux sont souvent ceux auxquels on fait le plus attention et qui sont donc plus facilement conservés, mais aussi parce qu'en fait souvent la mode, ou du moins la nouveauté, est venue de l'élite pour après être reprise par les autres couches de la population avec plus ou moins de retard. Donc si ça c'était vrai au XVIIIe ou encore au XIXe, c'est beaucoup moins vrai dans la mode contemporaine, surtout après la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est dans cette perspective que nous avons beaucoup travaillé sur les sous-cultures ou les contre-cultures, donc qui sont des mouvements de la jeunesse qui s'appuient souvent sur un style musical et qui, dans le cas des contre-cultures, ont une vocation contestataire. Donc on peut par exemple parler, un des exemples les plus, je pense, qui parlerait le plus, ce seront l'exemple du punk. Donc ici je vous ai mis une photo de Malcolm McLaren et Vivienne Westwood, qui sont donc deux figures majeures de la scène punk londonienne. Et bon, je pense que vous voyez à peu près tous l'esthétique punk avec les épingles entre autres, ou les t-shirts déchirés, etc., qui sont très représentatifs. Et tout ce vestiaire, enfin tous ces codes vestimentaires sont au fur et à mesure passés dans le vocabulaire de nombreux créateurs, et en faisant ça, ça a perdu de sa dimension contestataire. Et donc par exemple, on peut voir que ça a été un objet d'étude, donc notamment pour l'exposition qui s'est tenue au Met à New York entre mai et août 2013 et qui était intitulée Punk Chaos to Culture. Vous voyez là que par exemple c'est une tenue Chanel, donc qui reprend l'esthétique punk, et ça a aussi été étudier les sous-cultures dans l'ouvrage phare de Dick Ebdish qui s'appelle Sous-culture, le sens du style. Voilà, et en fait, il étudie les sous-cultures et il consacre un certain temps de son étude au code vestimentaire. Donc, c'est aussi en fait en parallèle, c'est aussi à cette époque-là que je me suis rendu compte de la popularité croissante des maillots de foot, à la fois dans la rue, dans le vestiaire du quotidien, mais aussi de plus en plus sur les podiums. Donc à cet égard, je pourrais vous montrer deux exemples assez frappants. Donc le créateur et photographe russe Gosha Rubchinsky, qui a fait plusieurs collaborations avec Adidas et qui les a intégrées, donc soit comme l'image que vous voyez ici, soit directement à ses propres créations, soit qui a fait vraiment des collections capsules juste à l'approche de la Coupe du Monde, juste pour 2018. C'est aussi le cas de la créatrice française parisienne Cochet, qui a fait donc plusieurs partenariats avec plusieurs collaborations, avec le Paris Saint-Germain. Donc c'était automne-hiver 2018 et printemps-été 2018. Donc voilà, en fait, dans mon mémoire, je suis partie des remarques précédemment évoquées pour voir en fait la façon dont le maillot de football est un vêtement populaire, ou du moins un vêtement lié à une conception populaire du football, et comment cette conception populaire du football est réappropriée par les maisons de mode.
Mais bon, pour mon exposé, il fallait que je trouve des problématiques plus restreintes. Donc ce sont les deux que je vous propose ici. Donc comment le maillot de football est passé d'un vêtement de sport à un accessoire de mode par sa marchandisation, c'est-à-dire par sa commercialisation. Et aussi comment le maillot de football nous permet d'appréhender les évolutions de la mode contemporaine. Donc, je fais encore une petite précision. En fait, je fais une introduction assez longue pour vous montrer une des façons dont on peut travailler en histoire de la mode, même si ce n'est absolument pas la seule façon de faire. J'avais décidé de traiter le maillot en tant qu'archive matérielle, mais je dois avouer que pour la première partie de mon travail, j'ai eu du mal à le travailler en tant que tel. Et donc j'ai surtout choisi d'étudier ces représentations iconographiques, notamment à travers les publicités, les photographies, les retransmissions des défilés de mode, entre autres. Après, j'ai aussi eu la chance de pouvoir mener des entretiens donc avec le club du Red Star, le Red Star Football Club, donc le club de Saint-Ouen. Je me suis entretenue avec le directeur créatif, Monsieur David Bellion, je réexpliquerai un peu cela en troisième partie, et aussi avec des membres de collectifs de fans ou de supporters. Donc voilà, comme je le disais, j'ai fait cette longue introduction pour vous montrer comment on peut essayer de travailler en histoire de la mode. Alors je sais que pour mon travail de M1, il manque largement la partie archéologique, matérielle, qui est fondamentale et que j'essaye d'approfondir dans mes prochaines recherches pour mon M2. Mais en fait, ce que je veux montrer, c'est que la façon dont on peut étudier un vêtement en le replaçant dans une perspective plus large. Donc ici, comment le maillot de foot peut-il être représentatif à la fois des évolutions du football et de la mode contemporaine. Voilà, j'espère que ça va pour l'instant. Et si je parle trop vite, vous me le dites, parce que souvent je parle vite et je m'en rends pas du tout compte, donc voilà. Donc on va passer au plan. Donc dans un premier temps, en fait, nous verrons comment, dans quelle mesure le maillot peut être considéré comme un vêtement populaire. Ensuite, nous étudierons la marchandisation du football à travers le rôle des clubs de football et des équipementiers comme Nike, Adidas. Et ensuite, en troisième partie, nous verrons comment la mode s'est insérée progressivement et récemment dans l'économie du football. Donc voilà, dans un premier temps, on va voir que le maillot de football, c'est un vêtement qui a été développé pour une pratique et un spectacle populaire. Donc le football est apparu donc, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans les écoles de l'élite anglaise, mais en fait il s'est rapidement diffusé et a rencontré beaucoup de succès auprès des couches populaires. En fait, ça s'explique d'une part parce que les patrons ont utilisé ce sport, etc., avec les ouvriers, et ça s'explique aussi parce qu'en fait, le football s'est professionnalisé très rapidement, en 1885 en Angleterre et un peu après dans le reste de l'Europe. Et en fait, cette notion de professionnalisation allait à l'encontre de l'élitisme amateur de l'élite. Donc c'est pour ça qu'on a un peu abandonné ce sport et qu'il est devenu emblématique d'une culture populaire, surtout d'une culture ouvrière en Angleterre, mais ça c'est une autre histoire que je vais essayer d'approfondir pour mon M2. Donc voilà, donc dans la sous-partie que je vais présenter, en fait il s'agit de voir en quoi le maillot joue un rôle crucial dans la structuration du match de football, qui peut être en fait compris comme un spectacle ou une dramaturgie. Pour certains chercheurs, c'est vraiment un spectacle ou une dramaturgie. Donc je vais expliquer ça en 3 temps. Donc d'abord, en fait, le maillot devient primordial parce que en fait, il permet d'améliorer les performances des joueurs. Donc au tout début, le maillot a juste une fonction protectrice. Il s'agit d'une simple chemise en laine ou en coton. Le premier maillot de foot aurait été créé vers 1879 par l'équipementier anglais Buckta. Voilà, en fait, qui remplace la chemise en laine par la chemise de coton. Et même, en fait, avant que le maillot n'apparaisse, les joueurs jouaient un peu avec, par exemple, des chemises, etc. Enfin, il n'y avait pas de tenue vraiment codifiée. Ils reprenaient les tenues des sports anciens, notamment de l'aviron, qu'ils adaptaient, mais au fur et à mesure, pour faire améliorer les performances. Voilà, on a trouvé un équipement adapté. Ensuite, donc par exemple, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc vous voyez, ça c'est l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 1958. Et vous voyez que c'est un maillot très simple en fait, en coton. Il y a juste l'emblème de la Fédération française, mais rien d'autre. Après, dans les années 80 et les années 90, on a le développement de matières plus légères et de matières intelligentes.
Donc bon, ça c'est un des maillots mythiques voilà, de 98. Comme vous pouvez le voir, le maillot a beaucoup évolué, donc notamment au niveau de la matière, et on peut retrouver beaucoup plus donc de choses. Vous voyez, il y a toujours l'emblème de la fédération, le numéro du joueur, voilà, là c'est la compétition et le logo de l'équipementier, entre autres. Et voilà, aujourd'hui on en arrive à des textiles très très performants, et pour l'instant c'est pas encore mis en place, mais il y a beaucoup d'équipementiers en fait qui réfléchissent à des matières révolutionnaires. Donc par exemple créer un maillot personnalisé pour chaque joueur en fait, qui serait presque on pourrait dire moulé sur le corps de chaque joueur. Après, il y a aussi les codifications pragmatiques qui sont essentielles à la lecture du jeu. Donc, comme on l'a dit, comme vous avez pu voir, les numéros ou les noms des joueurs qui permettent de différencier les adversaires. Et aussi, par exemple, les couleurs qui permettent de représenter un club, une équipe. Et en fait, donc, ces considérations pragmatiques sont aussi symboliques parce que forcément, si vous soutenez un club, l'adhésion à un club se fait par une adhésion à son histoire ou un territoire. Si vous venez d'une ville, etc., vous soutenez le club de votre ville, même si c'est beaucoup plus complexe. Et donc les couleurs ont un grand rôle dedans. Et ça joue aussi, le maillot joue aussi un rôle dans la représentation de soi des supporters. Parce qu'en fait, quand je disais que le match de football est un spectacle, il ne faut pas oublier que c'est un spectacle qui se joue à la fois sur le terrain, mais sur les tribunes en fait. C'est vraiment une des particularités du football, c'est que la présence des spectateurs est primordiale. Et donc voilà, ici je vous ai mis des supporters croates. Et donc vous voyez que en fait le maillot joue un grand rôle parce qu'il permet la visibilité des supporters. Donc voilà, c'est à la fois s'identifier à son équipe, la soutenir, mais aussi ça fonctionne comme une représentation de soi au sein du stade. Vous vous affirmez comme supporter. Mais bon, ça, j'ai pas le temps de l'expliquer maintenant, mais ce n'est pas du tout la seule façon de s'affirmer comme supporter par le vêtement. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les casuals. Donc c'est des supporters en fait qui portaient une grande attention à leurs vêtements de marque, mais justement en fait des vêtements qui n'avaient rien, qui n'étaient pas du tout liés au football directement. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que l'achat des maillots augmente dans un premier temps au cours de ces grandes compétitions internationales, parce que ça devient l'objet qui prouve le soutien des supporters et des amateurs. Par exemple en 98 vous avez 500 000 maillots qui ont été vendus. Après en 2006 il y a aussi une grosse augmentation des maillots. On peut voir, j'ai un reportage, c'est un reportage dont l'image n'est pas de très bonne qualité, mais qui était assez intéressant et qui montrait qu'en 2006, le maillot était devenu vraiment un objet de consommation et de consommation féminine. Bon, ça, c'est un autre sujet intéressant à traiter, mais que nous n'avons pas le temps de traiter. Voilà, en 2010 aussi, à la veille du lancement de la Coupe du Monde, Adidas avait déjà vendu 200 000 maillots français, donc c'est assez énorme en juin, avant même que la compétition ne commence. Mais paradoxalement, en fait, cette popularité introduit une augmentation des prix. Donc le maillot de 98 était vendu à 349 francs, donc c'est à peu près 53 euros. Mais maintenant, entre 2010 et 2013, on a pu voir que le prix des maillots officiels qui est fabriqué en Chine est passé de 60 à 80 euros, et maintenant vous pouvez en trouver des beaucoup beaucoup plus chers. Donc voilà, ça c'est un des modes de diffusion du maillot. Mais on peut aussi voir un autre mode de diffusion, donc c'est que ça devient un accessoire de mode pour une partie de la jeunesse urbaine. Et donc dans ce cas-là, un des facteurs de diffusion, c'est la musique, et notamment le rap français. Alors l'exemple le plus intéressant pour moi, c'était le groupe PNL. Donc j'ai visionné tous leurs clips, et vraiment il n'y a que 2 clips, je pense, où il n'y a aucun maillot de football qui apparaît. En fait, voilà, dans ces clips, les maillots de football représentent les tenues du quotidien des protagonistes, mais ça a aussi un rôle symbolique dans la trame même de l'histoire. Donc là, ici, je vous ai mis l'extrait d'un clip. Donc là, on peut voir derrière, en fait, c'est le grand frère qui offre 2 maillots floqués à ses petits frères, comme un peu un signe d'appartenance. Bon, après, voilà, Béné, par exemple, va... Bon. Je pense que c'est en fait je m'éloigne du sujet, donc je vais pas le dire. Donc voilà, donc là on a vu les débuts de cette consommation populaire qui mène à une marchandisation sans précédent à partir du XXIe siècle, parce qu'en fait les clubs et les équipementiers ont bien compris la manne économique que représentait le maillot. Donc d'abord je vais parler des clubs de football qui sont un agent majeur dans la marchandisation du football, parce que en fait
Parce que, donc, en fait, maintenant, il faut se rendre compte que les clubs de football, surtout les plus grands, sont gérés comme de véritables entreprises. Et donc, ils fondent une partie de leur économie sur la vente de produits dérivés, dont le maillot peut être emblématique. À ce sujet-là, par exemple, on peut parler des chiffres du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils pourront vous parler. Donc, après leur rachat par un des fonds d'investissement du Qatar, ils ont vendu entre 526 000 maillots donc entre 2011 et 2016, ce qui les a propulsés au 8e rang européen, donc ce qui est une grosse avancée. Les premiers en Europe, c'est le Manchester United pardon, et le Real. Et si vous vous souvenez, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du transfert de Neymar en 2017, qui a été acheté, donc à l'époque c'était le transfert le plus cher du monde. Et dès août, en fait, juste après qu'il a été transféré, on a pu, les boutiques du PSG ont mis en vente des maillots entre 140 et 155 euros, donc floqués à l'effigie au nom de Neymar, pardon. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, qu'en fait, ils mettaient un maillot aussi cher pour un peu contrebalancer et rembourser les prix du transfert, mais il faut bien se rendre compte que en fait, c'est pas du tout possible de rembourser un tel transfert avec les maillots, étant donné que le club n'empoche, enfin, il doit laisser de l'argent à la fois pour les équipementiers, les distributeurs et tout le reste. Mais en fait, ça fonctionne comme une véritable vitrine économique qui affiche la puissance et la prospérité du club et qui permet donc de toucher de nouveaux supporters ou du moins d'intéresser un nouveau public. Surtout qu'en fait, maintenant, le football prend place dans un monde globalisé. Donc, vous avez des supporters à travers le monde entier et produire des produits dérivés, c'est justement un moyen de les fidéliser. Donc, par exemple, le mois en août-septembre, quand ce maillot a été vendu, la directrice de la visite des Champs-Élysées a remarqué qu'il y avait 80% d'affluence en plus dans sa boutique par rapport à l'année précédente. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne comme une vitrine économique. Bon, après, bien sûr, cette marchandisation du maillot peut créer des tensions avec les supporters notamment, parce qu'en fait, les maillots changent chaque saison. Chaque saison, vous devez produire 3 maillots et bien sûr, les équipementiers sont à la recherche d'innovations. Mais parfois, certaines innovations, notamment quand on touche aux couleurs historiques du club, peuvent fâcher les supporters, qui se considèrent aussi en fait comme des garants de l'identité du club et qui donc peuvent rentrer en friction avec la direction pour ça. On a aussi la question du sponsoring qui a permis d'une certaine manière d'augmenter le prix des maillots, qui est apparu dans les années 70. Donc le sponsoring, vous voyez, c'est ça par exemple, c'est une marque qui va sponsoriser, ça c'est un maillot du PAOK, c'est une équipe de Thessalonique, qui va sponsoriser un club. Et ça, pour certains supporters, ça ne passe pas du tout parce qu'en fait, c'est afficher la valeur mercantile et commerciale du football de façon évidente, voire grossière. Donc voilà, c'est pour ça que les innovations en fait vont plutôt passer sur le maillot Surge, c'est le 3e maillot qui est fait pour différencier 2 équipes qui pourraient jouer dans des couleurs similaires. Parce que si vous touchez au maillot domicile, non, c'est assez risqué de faire ça. Donc maintenant, on va passer aux équipementiers qui sont d'autres agents majeurs dans la marchandisation du football. Donc le marché est essentiellement dominé par Nike, Adidas et Puma. Le maillot en fait a toujours été un moyen pour les équipementiers de se démarquer et de montrer leur pouvoir novateur. Donc pendant les grandes compétitions, on remarque beaucoup d'émulation pour trouver de nouveaux designs, de nouvelles techniques, etc. Parfois au dépens même des équipementiers. Par exemple, là, c'est le cas avec Puma et l'équipe du Cameroun. Donc en fait, vous pouvez voir sur cette image, ça c'était en 2001 ou en 2002, ils ont introduit un maillot sans manches qui a fait scandale. En fait, la FIFA, les instances internationales ont sommé Puma de rajouter des manches noires parce que justement, les instances internationales du football veulent mettre leur emblème sur une des manches. Et ensuite, en 2004, alors là, c'est ce qui a fait le plus de remous, c'est la combinaison uniquetée. Donc c'est vraiment une combinaison en fait, le bas et le haut ne sont pas du tout séparés. Et donc ça a causé un assez grand tort au Cameroun parce qu'ils ont même été sanctionnés par les instances. Donc on leur a enlevé des points, je crois, je pourrais plus vous dire exactement combien. Et donc voilà.
Donc il y a une innovation au niveau sportif, on va dire, mais il y a aussi une innovation au niveau esthétique parce que de plus en plus, les équipementiers veulent se positionner comme des acteurs de la mode. Et à mon sens, c'est cette image-là qui est la plus marquante. Alors, parce qu'en fait, j'ai étudié les publicités un peu pour voir comment on représentait le maillot. Et j'ai pas pu vous trouver d'image de très bonne qualité des années 90. Je peux vous en faire passer une si vous voulez ici, si vous voulez, pour un peu voir. Donc en fait, là, sur ces publicités, en fait, on employait plutôt des sportifs, que ce soit des grands sportifs ou des sportifs amateurs. Et maintenant, on peut voir que de plus en plus, ils adoptent des stratégies liées au monde de la mode. Donc ça, c'est la campagne publicitaire de l'équipement du Nigeria pour le Mondial 2018, qui a été publiée début juin sur le compte Instagram de Nike Football. Donc là, ce ne sont pas du tout tous des sportifs. Je veux dire, il y a des musiciens, des artistes, même des influenceurs nigérians. Et en fait, on peut voir que... alors, c'est ça. Bon, en fait, en gros, ici, ça c'était le maillot domicile et ça c'était le maillot extérieur. Et en fait, vous pouvez voir qu'ils sont vraiment traités comme des accessoires de mode. Enfin, là, ici, on croirait vraiment on est devant un vrai photoshoot en fait. Ils sont accessoirisés avec des bijoux, même avec des tenues qui n'ont rien à faire sur le terrain. Par exemple, un bob, voilà, jamais vous le trouverez sur le terrain. Et en fait, ici, Nike a vraiment créé comme une collection de mode, une ligne de mode, donc avec tout, du maillot jusqu'au bob, en passant par... ils ont aussi mis en valeur leur basket emblématique. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, oui. Et aussi, on peut remarquer que le format des publicités change. Les campagnes sont de plus en plus affichées sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, qui est devenu très important. Ça, c'est une autre question qui est devenue très importante dans le monde de la mode. Et ça permet de toucher une plus large audience, en fait, d'intéresser des gens qui n'auraient pas forcément été intéressés par le football. Voilà, donc à travers la création des maillots, les équipementiers veulent inscrire leur pouvoir d'innovation esthétique et se positionner en tant qu'acteurs dans le monde de la mode qui s'est elle-même progressivement insérée dans le monde du sport. Donc ça, ce sera ma troisième partie. Donc en fait, les relations entre le monde de la mode et du sport sont assez anciennes, mais entre le monde de la mode et du football, relativement nouvelles. Un des premiers exemples assez intéressants que je pourrais citer, c'est le créateur belge Dick Bickenberg, en fait, qui a d'abord créé des vêtements dans sa ligne sport inspirés par le football, mais qui ensuite a racheté une équipe amateur italienne, que vous pouvez voir à l'écran, et en fait qui en a profité pour, à la fois pour les financer, mais aussi pour s'offrir une vitrine en concevant tous leurs maillots. Donc cette équipe avait toujours joué, ses couleurs historiques étaient le bleu et le blanc, et vous voyez qu'ici il les a retranscrites en fait de façon plus moderne et innovante. Après, on a aussi donc ces collaborations, en tout cas la mode qui entre dans le monde du football, on peut remarquer que ça coïncide surtout avec les grandes compétitions, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc ici, par exemple, on peut parler... En fait, Nike a est devenu l'équipementier de la France en 2011. Et donc, ils avaient d'abord prévu, en fait, pour l'Euro 2012, ce maillot marinière. Donc, c'était assez novateur parce qu'en fait, c'était inspiré des grands noms de la mode française. Vous pouvez penser à la marinière de Chanel, mais aussi de Jean-Paul Gaultier. Et c'était aussi censé évoquer un uniforme de la marine, donc une équipe soudée, droite, disciplinée, etc., prête à gagner toutes les compétitions. Donc voilà, c'était un maillot assez intéressant qui prouve que le football et la mode se regardent mutuellement, mais qui n'a pas du tout eu le succès escompté et qui, à l'année d'après, en fait, était remplacé par un maillot blanc. J'ai parlé de Goscha Rubczynski, déjà, et on pourrait aussi parler de Dolce Gabbana, donc dans leur collection haute couture en 2016-2017. Vous voyez le maillot de Naples, parce qu'en fait le défilé se passait à Naples, donc il convoquait toutes les références napolitaines. Donc voilà, c'est le maillot du FC Napoli, avec derrière c'était floqué Maradona, et devant vous voyez marqué Sofia pour Sophia Loren. Et donc c'était une idée intéressante, mais qui s'est aussi un peu retournée contre eux, parce que justement Maradona a porté plainte pour utilisation non conforme du prénom, enfin du nom. Je ne sais pas où en est l'histoire, mais en tout cas voilà, il a porté plainte. Donc voilà, dans les deux précédents cas, donc Goscha Rubczynski et Dolce Gabbana,
les créateurs peuvent invoquer un attrait personnel pour le football. Donc bon, on l'a vu, Naples, voilà, c'était une des références obligées, il fallait en passer par le football. Gosha Rubchinski est beaucoup aussi inspiré par son pays, la Russie, donc où les vêtements de sport sont très présents, et notamment la culture ultra dans le football à laquelle il a voulu rendre hommage. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des maisons encore qui vont par exemple habiller des équipes, etc., avec des montres, ou même Louis Vuitton, qui est le partenaire officiel de la Coupe du Monde, qui produit la malle pour la Coupe, euh, en fait, invoque vraiment des raisons économiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ils disent clairement nous sommes intéressés par la popularité en termes économiques du football, mais on ne s'associe pas à la popularité comment dire, qui vient du peuple du foot. Donc, par exemple, Louis Vuitton enfin, dans un communiqué, a clairement fait comprendre qu'il s'associait à la belle dame qui est la Coupe du Monde et aux légendes telles que Zidane et Maradona, mais que utiliser Cristiano Ronaldo pour leurs produits, ce serait formellement défendu. Et il y a quelque chose aussi intéressant qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, le monde de la mode cherche toujours à légitimer son incursion tardive dans le domaine du football en produisant donc de nouveaux discours sur le maillot de football. Donc, en fait, à chaque fois que je lisais des articles de mode, ce qui était très frappant, c'est que ça commençait toujours par le même genre de phrase que je pourrais vous citer. Donc, par exemple, ces derniers temps, le football était devenu fréquentable, et dire qu'au début des années 70, le PSG était considéré comme un club de plouc, ou il n'y a pas si longtemps, un maillot du Paris Saint-Germain sur un podium aurait étonné, voire rebuté le monde de la mode. Comme si, en fait, c'était la mode en entrant, en recréant des maillots de football qui redonnait ses lettres de noblesse aux vêtements de football, alors qu'on a vu qu'il y avait d'autres modes de légitimation antérieurs. Mais bon, ça c'est assez en fait évident parce que c'est une démarche typique des stratégies des marques de luxe qui reposent à la fois sur l'exclusion et l'attirance. Donc voilà, faire un produit exceptionnel qu'on a envie d'acheter mais que tout le monde ne peut pas acheter, etc. Et aussi typique des maisons de mode qui cherchent forcément à créer de la nouveauté finalement. Et ce rapprochement entre la mode et les maisons, et les clubs de football ou le football s'explique aussi en fait parce que certains clubs cherchent à diversifier leurs activités. Donc là, l'exemple que je vais encore réutiliser, c'est celui du Paris Saint-Germain, notamment avec cette collaboration. En fait, il faut savoir que depuis que le Paris Saint-Germain a été racheté par le fonds d'investissement du Qatar, en fait, ils veulent vraiment être représentatifs de la ville de Paris, donner une nouvelle identité au club. Et comment être représentatif de la ville de Paris? C'est notamment être représentatif de sa dimension. Enfin, Paris, c'est une des villes de la mode, c'est une des Fashion Week les plus importantes, etc. Donc montrer qu'on participe aussi à cette dimension de Paris. Voilà, donc ils ont fait cette stratégie. Vous pouvez voir que le maillot est complètement. Ils ont fourni les maillots et le maillot est complètement transformé, même s'il reste reconnaissable. Ils ont aussi fait encore des collaborations avec le concept store Colette en 2017. Voilà, donc, et c'est aussi une autre façon d'élargir leur public finalement. Cette question d'élargir le public, c'est beaucoup posé pour le Red Star, donc, que j'ai étudié, donc le club de Saint-Ouen. Alors en fait, c'est le club de Saint-Ouen, mais qui veut vraiment être représentatif de ce que certains de ses supporters appellent la banlieue rouge, etc. Donc en fait, ils ont un collectif de supporters très actifs dans la défense de l'image de leur club, d'une image d'un club populaire qui permettrait à tout le monde de continuer à voir des matchs du football, par exemple, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant que les places ont augmenté de façon... Le prix des places a vraiment augmenté, donc comme c'est le cas pour le Paris Saint-Germain. Et pourtant, en fait, en 2016, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils se sont dotés d'un poste de directeur créatif, donc un poste qu'on peut rapprocher de celui de directeur artistique d'une maison de mode, donc en fait celui qui est en charge de l'identité des collections de la maison, et qui est occupé par David Bellion, que vous pouvez voir là à l'écran, donc celui qui a le bonnet et le maillot noir, et qui est un ancien joueur de football. Et en fait, David Bellion a vraiment fait évoluer, ou essaye en tout cas, parce que, bon ça je ne peux pas vraiment en parler ici, mais il y a beaucoup de tensions, par exemple avec les supporters qui
même si au début ils pouvaient approuver ou voir d'un œil assez neutre cette démarche de se rapprocher de la mode, ça peut quand même sur certains points encore et toujours créer des tensions. Donc par exemple, on peut voir le rapprochement avec le monde de la mode. Leur nouveau sponsor, c'est Vice. Donc c'est un magazine culturel, lifestyle, un peu mode. Et donc voilà, ils ont créé ces maillots-là, qui ont été créés en 2017. Et alors là, on voit vraiment que c'est un processus vraiment similaire aux collections de mode, parce qu'en fait, David Bellion, a décidé de lancer la collection à l'achat lors de la Fashion Week, alors que normalement, ça apparaît dès août, les maillots. Et là, il a dit non, je veux frapper un grand coup et attendre la Fashion Week. Et vous pouvez le voir, là aussi, on retrouve un peu une esthétique photoshoot. Donc ça a été réalisé par Melchior Tersan pour le magazine Vice. Et donc voilà, on peut voir que le maillot, encore une fois, est accessoirisé de différentes façons. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, on voit qu'il a voulu élargir son public grâce à par la mode, pardon. Donc ça se voit un peu dans cette image. Donc il y a lui-même qui est à la fois issu du monde du football, mais qui s'est toujours intéressé à la mode. Il y a des inconnus qui se sont greffés sur la photo lors du photoshoot. La dame, je crois que c'est celle qui travaille à l'administration. Enfin bon, il y a un peu tout le monde qui pourrait être intéressé par le club, qu'ils soient en dehors, amateurs, qu'ils travaillent pour le club, en dehors de Paris, à Paris. Voilà, en fait, ils voulaient montrer que tout le monde avait le droit de citer au Red Star. Voilà. Donc je vais passer forcément à ma conclusion. Donc j'espère que à travers cette rapide étude historique et iconographique du maillot, enfin iconographique entre guillemets, vous avez pu voir les enjeux majeurs qui unissent le football et la mode et les différentes significations que peut prendre un vêtement au cours du temps. Donc pour finir, en fait, j'espère aussi que vous avez pu voir comment il peut éclairer les changements contemporains dans la mode. Donc le fait que les circuits d'influence changent et que c'est le populaire qui peut inspirer la couture ou le prêt-à-porter de luxe. Et donc on pourrait finir en ouverture avec une comparaison qui m'a d'ailleurs inspirée quand j'étais en 3e année à l'école du Louvre, c'est le jean. Donc qui au départ était un vêtement fait pour les travailleurs américains, qui est devenu un vêtement de loisir dans les années 30, un vêtement emblématique de la jeunesse dans les années 60, et qui maintenant est rentré vraiment, qui est pleinement intégré dans les collections de couture ou de prêt-à-porter de luxe. Donc il y a des collections, il y a des marques dédiées comme Faustine Steinmetz, ou je crois même que c'est Yves Saint Laurent qui avait dit « Je n'ai qu'un seul regret, ce n'est de ne pas avoir inventé le jean ». Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Quel est le rôle en fait que joue du coup Adidas et Nike? Parce qu'on voit qu'il y a souvent leur logo sur les maillots, mais du coup c'est quoi? C'est juste des fournisseurs ou est-ce qu'ils ont leur mot à dire aussi sur... Ah non, ils ont leur mot à dire parce qu'en fait ils doivent, quand ils élaborent les maillots, ils mêlent à la fois leur propre créativité et on va dire un cahier des charges aussi établi avec les clubs. Mais en fait c'était particulièrement frappant cette année. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu la Coupe du Monde. On peut voir qu'en fait les maillots Adidas convoquaient vraiment une esthétique vintage, donc des années 90, alors que Nike jouait sur l'innovation au niveau des motifs dentelés. Donc on retrouve même cette année sur les maillots du PSG ce genre de motifs en fait. Donc voilà, ils ont vraiment leur mot à dire dans la création des maillots. Et en fait le logo des équipementiers est arrivé dans les années 70. Justement quand ils ont compris que ça pouvait devenir un enjeu économique très important. Et c'est pas un peu cynique de la part des marques de luxe de vouloir vendre un vêtement de la culture populaire alors que leurs clients ne sont pas du tout issus de cette classe-là? En fait, ça dépend. Bon, d'une certaine façon, oui. Après, il y en a qui disent clairement que voilà, c'est une inspiration, mais que de toute façon, voilà, ils ne s'associent pas au côté populaire en tant que tel, mais au côté populaire donc, qui est aimé par le plus de monde. Après, il faut que je retrouve mes idées. J'avais une idée, mais... C'est juste pour l'image, en fait. Oui, après, en fait, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est la façon dont ils réécrivent le fait, la dimension populaire de ce vêtement.
Je n'ai pas d'image forcément pour vous montrer, mais oui, on convoque des références du street football, etc. Les photoshoots, on les fait dans des milieux urbains, mais après, il y a plein d'autres détails qui montrent que, voilà, on veut, on réécrit la dimension populaire, ben justement dans cette optique d'exclusion attirance. Il faut que ce soit un produit spécial. Sinon, si c'était un produit banal, jamais il pourrait être vendu par une marque de luxe. C'est bon? Bon, ben merci beaucoup alors.